Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour vous faire partager l'actualité de cette nouvelle semaine. Nous sommes ensemble pour un quart d'heure d'information dans cette nouvelle grille vacances qui démarre ce lundi. L'actualité ce soir, c'est la suite concernant les expulsions du terrain privé de Bacholo opérées la semaine dernière. Parmi les anciens occupants de ces casantoles, certains se retrouvent aujourd'hui sans toit, sans solution de relogement. Nous les avons rencontrés. Ils nous racontent leur quotidien depuis leur expulsion. Nous parlerons également politique dans ce 19h avec le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. À 48 heures du scrutin, nos envoyés spéciaux ont pris la température pour évaluer la situation locale. Nous serons en direct de Majinga dans le nord-ouest de la Grande Île avec Miss Baudine Bakar qui suit pour nous cette élection. Et puis, une nouvelle rubrique en cette fin d'année. À partir de ce lundi, nous revenons sur un fait d'actualité qui a marqué 2018. Ce soir, retour sur la mobilisation contre l'insécurité qui s'est déroulée lors du premier trimestre. Quels résultats, quels enseignements? Pour en parler, nous recevons Fatihou Ibrahim du collectif des citoyens de Mayotte. Rendez-vous en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, cette histoire, celle d'un petit garçon qui aurait été enlevé à Mayotte et qui se retrouve désormais à Madagascar. Nous avons mené l'enquête. L'enfant vit avec son père, un père qui est en conflit avec la maman. Une maman qui aujourd'hui a refait sa vie et qui vit en toute légalité sur le sol français. Elle a confié à Yasmine Diafar et à Sadi Razafite Heno, à Chembe Nyumba, son combat et son désespoir. Regardez. L'alerte vient de ce message accompagné de cette photo. Il s'appelle Nourdine, il est de Chembe Nyumba, il a 13 ans. Sa mère s'appelle Aïfati, son père, Moni Ali Ousseni. Aidez-le. Dans ce texte, une Mahoraise en balade à Madagascar raconte avoir croisé ce jeune garçon dans la rue faisant la manche. Le petit lui raconte avoir vécu à Mayotte avant d'être enlevé par un blanc. Aussi bouleversante qu'intrigante, l'histoire fait le tour des réseaux sociaux. Mais qui est ce petit garçon qui se fait appeler Nourdine? Existe-t-il réellement? La rencontre avec sa mère nous confirme son existence, mais son histoire est tout autre. C'est mon fils. C'est moi qui l'ai mis au monde. Son père est malgache. Il s'appelle Anwar Azihari. Ce sont des jumeaux, Shamsidine et Nourdine. On a d'abord habité à Madagascar avant d'aller à Anjouan pour finir ici, à Mayotte. Jusqu'au jour où le papa, en situation irrégulière, a été renvoyé par les autorités avec les jumeaux vers Anjouan. Après plusieurs tentatives infructueuses pour rejoindre Mayotte, le père décide de rester aux Comores avec les jumeaux. La maman, restée à Mayotte, envoie régulièrement de l'argent. Mais elle finit par apprendre que ses enfants vivent dans la misère et ne sont pas scolarisés. Aïfati les rejoint à son tour aux Comores. Le père venait de s'installer cette fois à Moroni. J'ai voulu récupérer les enfants. Le père a refusé. J'ai décidé de mener l'affaire au tribunal. On me les a finalement confiés. Je les ai emmenés à Anjouan, mais étant donné que je ne pouvais pas revenir à Mayotte avec eux par la voie légale, j'ai décidé de les confier à ma mère et de rentrer ici sans eux, le temps d'avoir de l'argent, de quoi les faire venir. Quelques jours après mon arrivée ici, ma mère m'a appelé pour m'informer que leur père était passé les récupérer. Aïfati Adari mène à nouveau son enquête depuis Mayotte et retrouve la trace du père et des enfants. Elle envoie sa famille récupérer ses jumeaux. Ils sont finalement retournés vivre chez ma mère, mais lorsqu'ils étaient avec leur père, à Mramani, dans la région de Nyumakele, le papa avait promis à Nourdine de lui acheter un vélo. C'est ça qui a motivé mon fils Nourdine à prendre la fuite et retourner vers son père. Shamsidine ne l'a pas suivi. Shamsidine vit désormais auprès de sa mère à Chembe Nyumba. Aïfati Adari a pris le risque de le faire venir à Mayotte clandestinement via Kwassa pour éviter que le papa ne le lui enlève à nouveau. Shamsidine va au collège. Il est très difficile pour lui de parler de son histoire, de son passé et surtout de son frère jumeau qu'il ne voit plus. Shamsidine, est-ce que ça t'arrive de penser à ton frère? Oui, parfois. Est-ce qu'il te manque? Oui. J'aimerais retrouver mon fils. J'aimerais tellement l'avoir à mes côtés. Parce que si cette dame l'a croisé dans la rue en train de faire la manche, cela signifie que son père ne s'en occupe pas. Il l'a abandonné.
Aïfati Adari est une maman désespérée. Elle ne sait pas vers qui se tourner pour effectuer les démarches nécessaires qui l'aideraient à retrouver Nourdine, le jumeau de Shamsidine. Des jumeaux non reconnus par le père à leur naissance et qui portent le nom de famille de leur mère. Et nous en venons à ce troisième acte des expulsions du terrain Bacholo opéré la semaine dernière. Et c'est devant le tribunal administratif que s'est joué ce matin ce nouvel épisode avec l'aide d'une avocate. Une partie des familles expulsées a ainsi porté l'affaire en justice devant le président du tribunal administratif de la Réunion. Elle dénonce un non-respect des procédures d'expulsion au banc des accusés, la préfecture de Mayotte et la mairie de Mamoudzou, mais aucune des deux parties n'était présente lors de l'audience. Marjane Gahem, l'avocate des familles expulsées, dénonce une procédure menée sans accompagnement adéquat pour les familles et dénonce la destruction des biens. Pour elle, aucune proposition de relogement n'a été faite. La décision du tribunal est mise en délibéré. Image Aldalidi, Henri Fina Mohamed. Et une semaine après l'intervention des autorités pour expulser ces familles qui occupaient illégalement la parcelle privée de la famille Bacholo, nous nous sommes rendus sur place pour savoir ce que deviennent la plupart de ces familles. Si certaines ont trouvé une solution provisoire, d'autres ont été relogées, mais la plus grande partie est toujours à la recherche d'une solution de relogement pérenne. Aldalidi, Henri Fina Mohamed. C'est dans les débris de cette case abandonnée que cette femme dit avoir passé les dernières nuits avec ses 4 enfants. Depuis qu'on a détruit notre case, on dort le ventre vide. On ne peut pas faire à manger. Le soir, on prend ce matelas et on le met au sol pour dormir avec les enfants. Et ils pleurent énormément. Plus d'électricité ni d'eau potable. À défaut d'un toit, chacun tente tant bien que mal de protéger ses maigres biens. Cette femme s'inquiète pour son nouveau-né. J'ai accouché il y a 20 jours et là je dors dehors avec mon bébé. Regardez, il est vraiment épuisé. Sur les 80 familles expulsées la semaine dernière, une partie a trouvé refuge chez des proches. Le reste est parti s'installer du côté de la convalescence et sur le hauteur du quartier de Bandajou. Et pour ceux qui dorment encore sur place, la principale inquiétude est désormais la météo. Ce soir, on va faire comme on fait depuis qu'on nous a détruit les maisons. Parce qu'on dort dans les troncs des arbres avec des cartons, comme ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement parce qu'il a plu. Donc on ne sait pas s'il va pleuvoir jusqu'à le soir ou jusqu'à demain matin. Là, on ne sait rien du tout. Ils disent que nous avons proposé des maisons et nous avons refusé. Pour Arfina, je vous demande, qui peut refuser une meilleure vie? Qui peut refuser une bonne maison pour bien s'abriter? Face à ces familles désemparées, les questions demeurent. Les procédures ont-elles vraiment été menées jusqu'au bout pour éviter cette crise sanitaire et sociale? Les familles assurent toujours n'avoir reçu aucune aide ni proposition de relogement. Du côté des services de l'État et de la CFAV, c'est un autre son de cloche. Parce qu'elles n'ont pas forcément accepté d'être relogées, parce que souvent les relogements ne peuvent pas se faire dans le secteur. On a des appartements un peu partout sur le territoire, et donc elles n'ont pas accepté le relogement. Le principal frein, c'est au niveau de la localisation. Ils ne veulent pas quitter la zone Mamoudzou. C'est malheureusement effectivement le cas, et il y a beaucoup de familles qui souhaitent se reloger toutes seules, donc elles disparaissent dans la nature, et malheureusement, à un moment donné, elles seront de nouveau délogées. Selon les autorités, 45 personnes auraient déjà été relogées du côté de Koungou et Trévani. Et pour les familles dans le besoin, il reste toujours une possibilité de demander un logement d'urgence auprès de la CFAV notamment, mais pas sûr que les structures d'hébergement soient suffisantes pour accueillir tout ce monde. La politique dans la région nous emmène à Madagascar. Dernière ligne droite pour les deux candidats avant le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu ce mercredi 19 décembre. Les derniers meetings se poursuivent dans tout le pays. Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ont encore 2 jours pour convaincre les électeurs. Et pour mieux prendre le pouls de cette élection, nous prenons tout de suite la direction de la Grande Île en direct de Majinga où se trouve notre envoyé spécial Misbah Oudine Bakar. Bonsoir Misbah. Alors, quelle est actuellement la situation sur place?
Alors Papineau, c'est une ambiance bon enfant dans les rues de Majenga, du côté de Marc Ravalomanana, mais aussi André Radjaouen. Les partisans de ces deux candidats ont défilé tout au long de l'après-midi pour cette dernière ligne droite. Il faut savoir que ces deux candidats ont eu plusieurs semaines pour sillonner le pays et convaincre les indécis. Et chose rare pour être soulignée, il y a eu 2 débats télévisés pour ce second tour, des débats qui ont laissé les Malgaches un peu perplexes. Nombreux sont ceux qui se disent un peu déçus de la qualité des échanges. Ils estiment que la plupart des sujets importants tels que la lutte contre la corruption ou la pauvreté n'ont pas été suffisamment abordés pour cet entre-deux tours. Alors, 2 candidats qui cherchent à convaincre les derniers indécis. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un favori ? André Radjaouen avec ses 39,23%, presque 5 points de plus que son adversaire Marc Ravalomanana, part bien évidemment à favori. Mais il est difficile de faire des pronostics puisque les candidats malheureux du premier tour, la plupart n'ont pas donné de consigne de vote. Et ces 2 candidats, chacun draine un public énorme dans les meetings, même si un léger vent favorable tourne en faveur d'André Radjaouen. Une chose est sûre, Papineau, c'est qu'ici à Majenga, comme dans le reste du pays, les Malgaches se préparent pour ce second scrutin qui s'annonce encore une fois sous haute surveillance. Merci Miss Maudine Bakar en direct de Majenga à Madagascar avec Fahar Housseni qui suivent pour nous cette élection. Nous restons dans la région et nous nous dirigeons aux Comores. Le procès sur la tentative de déstabilisation de l'État s'est tenu sans la présence des avocats de la défense qui dénoncent une juridiction politique d'exception. La Cour de sûreté de l'État a requis la peine maximale pour 4 des prévenus, tous opposants au régime d'Azali. La prison à perpétuité a donc pour ces derniers. 4 autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 à 20 ans. Un procès qui s'est finalement tenu en l'absence des avocats et des prévenus. Les avocats de la défense se sont constitués en collectif pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'un procès politique. Image signée ici Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Et on en vient à votre nouvelle rubrique dans ce journal. Comme annoncé en titre, à l'occasion de cette fin d'année, nous revenons sur des faits d'actualité qui ont marqué particulièrement le département en 2018. Et aujourd'hui, on revient sur la grève générale contre l'insécurité en début d'année. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de redécouvrir ce reportage. Il a été tourné au mois de mars après 5 semaines de mobilisation avec l'annonce d'un durcissement du mouvement et des barrages. Hakim Ali Saïd, Daniel Abdou. Hey, elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Un mois de paralysie de Mayotte avec une dizaine de barrages. Les nerfs sont à vif pour certains. On me fait marcher à pied, je fais tout, je suis béton. Mais arrêtez. Le soutien affiché des 500 frères guyanais aux revendications mahoraises met du baume au cœur des manifestants ici. Fatigue et une certaine division dans le mouvement se font cependant sentir dans ces barrages tenus jour et nuit. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Je dis tout le monde. Les politiques, les syndicats, le gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord. Alors ne nous prenez pas pour des imbéciles. Nous on est là, on comprend tout. Le collectif à la tête du mouvement parcourt l'île à la rencontre de ceux qui tiennent les barrages. Objectif, maintenir l'unité. Le collectif de Mayotte, en tout cas, doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la communication, l'information, l'échange, l'écoute, la concertation également, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Où va Mayotte? C'est la question que nombreux se posent ici. La ministre des Outre-mer craint des affrontements intercommunautaires. L'État veut au plus vite un retour de toutes les parties à la table des négociations. Et pour revenir sur ce combat contre l'insécurité, nous recevons donc le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte, Fatiou Ibrahim. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Papineau-Dédani. Bonsoir à tout Mayotte. Alors, plusieurs semaines de lutte contre l'insécurité, plusieurs actions d'envergure. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les résultats de cette mobilisation?
Eh bien, encore une fois, bonsoir à toute Mayotte, bonsoir à vous. Les résultats, il nous semble que justement, le gouvernement n'a jamais voulu nous entendre. Donc, à ce niveau-là, il faudra demander à ce qu'ils ont appelé leurs partenaires privilégiés, à savoir les élus, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient travailler avec les élus, que les élus eux-mêmes, par communiqué du 17 mars, ils ont dit qu'ils allaient prendre la main sur le collectif et sur l'intersyndical pour négocier avec le gouvernement. Donc le collectif et l'intersyndical ne se sont jamais reconnus sur le plan pour l'amélioration du quotidien qu'a pondu le gouvernement. Et donc, en termes de bilan, il va falloir demander à ceux qui se sont associés à cela, mais certainement pas le collectif et l'intersyndical qui se sont totalement désolidarisés de cette mascarade de réponse que le gouvernement a bien voulu donner à l'île de Mayotte. Et on en constate aujourd'hui les faits qu'au final, il n'y a rien. C'est toujours le même désespoir au niveau de la vie. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de système de santé digne de ce nom. Il y a toujours l'insécurité, il y a l'immigration qui est... on a vu encore tout à l'heure le sujet que vous avez fait tout à l'heure qui est devenu comme une norme à Mayotte. Que les gens disent on est entré illégalement à Mayotte et ça ne choque personne, ce qui est inadmissible. Alors, selon vous, donc, comme vous venez de le dire, il appartient aux élus de Mayotte de régler ce problème et d'apporter des solutions avec leurs discussions avec les représentants de l'État. Tout à fait. Le collectif et l'intersyndical sont clairs là-dessus. Nous n'avons pas voulu nous associer au plan qu'a voulu annoncer Mme Annick Girardin en mai, parce que tout simplement, ils n'ont jamais accepté, c'est exactement ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes récemment, ils n'ont jamais accepté de négocier avec le collectif et l'intersyndical. Nous avions une table revendicative de 101 mesures, on ne s'est jamais assis sur la table pour négocier. C'est pour cela que nous avons refusé de nous associer à leur plan qu'ils allaient annoncer et qu'ils ont concocté avec les élus. Donc il va falloir aller demander aux élus, qu'en est-il? Parce que c'est eux qui ont pris la décision de chointer les collectifs et d'y aller, de faire cavalier seul, le 17 mars, je le rappelle. Et donc à ce niveau-là, c'est à eux de répondre. Nous sommes consommateurs de services publics. Et nous constatons qu'encore aujourd'hui, nous n'avons rien. Et il va falloir que certaines personnes dans ce territoire répondent de cette responsabilité de fournir ce service public à la population, à savoir qu'on ait un système de santé performant, qu'on ait des écoles qui soient dignes de ce nom pour nos enfants, pour lesquels nos parents se sont battus, qu'on ait la sécurité à laquelle on a droit, qu'on ait des infrastructures auxquelles nous avons droit en tant que Français. Même si, quand on écoute la députée Laetitia Saint-Paul, sa déclaration qu'elle a faite à la Commission des Affaires étrangères, il semblerait que Mayotte soit classée parmi les territoires étrangers. Et quels enseignements alors vous pouvez tirer alors de toute cette mobilisation et de tout ce qui s'est passé justement en lien avec cette mobilisation? Vous tirez quoi comme conclusion? Alors, plusieurs conclusions. Déjà, peut-être un message à l'ensemble de nos frères. Le collectif et l'intersyndical souhaitent vraiment lancer un message à l'ensemble de nos frères, de nos mères mahorais sur ce territoire. Que nous constatons que Mayotte est seule. Les Mahorais sont seuls et qu'il faudrait que nous-mêmes, les Mahorais, nous prenions en main. Il faut que Mayotte se mobilise. Les Gilets jaunes en métropole, ils ont fait une mobilisation sur plusieurs semaines. Tous les samedis, se donnaient rendez-vous et ils étaient au rendez-vous. Et donc, il va falloir que nous, les Mahorais aussi, on prenne cet exemple de la détermination afin qu'on soit mobilisés quand besoin sera. Ça, c'est le premier renseignement. Deuxième renseignement, c'est que le gouvernement nous a montré que, vraisemblablement, il faut que les gens cassent pour qu'ils soient écoutés. Je rappelle qu'en métropole, c'est important de le savoir. Nous rappelons qu'en métropole, quels que soient les chiffres qu'on prenne, moins de 1% de la population s'est mobilisée. À Mayotte, quel que soit le chiffre qu'on prenne, le minimum c'est 3% et le maximum c'est 6% de la population mahoraise qui s'est mobilisée. Et le gouvernement n'a pas voulu nous entendre. Ça, c'est le deuxième enseignement. Et donc, le troisième enseignement, encore une fois, je le dirai, il faut que les Mahorais, nous soyons acteurs de notre propre territoire. Et pour cela, il va falloir qu'on se mette autour d'une table, que l'on produise un pacte social entre nous, des règles de vie communes, afin de savoir qui doit faire quoi sur ce territoire et qu'est-ce que nous voulons faire de ce territoire. Fatiu Ibrahim, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est nous qui vous remercions.
Du sport pour terminer ce journal en beauté et en or. Elles l'ont fait, la France est devenue championne d'Europe de handball pour la première fois de son histoire en battant hier soir la Russie en finale 24-21 portée par Nzeminko et Lacabrère. Les Françaises ont tenu le choc en défense après l'expulsion d'Alison Pinault. Après 3 médailles de bronze, les Bleus ont donc décroché la médaille d'or en finale de l'Euro. Déjà championne du monde en titre en 2017, les Françaises ajoutent un titre continental et une revanche face à des Russes qui les avaient battus lors du premier match. Bravo les Bleus! Fin de cette édition, rappel du sujet principal développé ce soir et les suites des expulsions du terrain Bacholo. Une partie des familles se retrouve sans solution de relogement. Elle a introduit une action en justice devant le président du tribunal administratif de La Réunion. Une action pour dénoncer un non-respect des procédures d'expulsion. Le jugement est mis en délibéré. Merci pour toute votre attention accordée à ce journal. Je vous retrouve dans un instant pour l'édition en maoré. Belle soirée à tous sur nos 3 médias et à tout à l'heure.